Salut les apprentis sorciers. Ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans Dis les termes! L'émission qui décortique les codes des histoires. Bonne année en retard à tous, j'espère que vous avez tenu vos bonnes résolutions plus de 24 heures. Alors que son record personnel est de 3 heures. En ce début du mois de l'amour capitaliste, nous allons parler d'un sous-genre qui a fait les beaux jours de TikTok, la romantasy, ou romantic fantasy si vous n'aimez pas les mots valises. C'est un sous-genre de la fantasy plutôt difficile à définir car, comme pratiquement tous les sous-genres, les gens ne sont pas d'accord sur la définition. En même temps, ça se saurait si la littérature était une science exacte. On peut cependant s'accorder sur le fait qu'elle intègre une dimension romantique, au sens relationnel du terme, à un récit fantastique. C'est pas que les autres genres n'impliquent pas cette dimension, c'est surtout qu'un récit de fantasy traditionnel s'attarde plutôt sur la création de son univers et sur le fonctionnement de ses éléments fantastiques. Là où la romantasy s'attarde sur le côté social de son univers. Il y a toujours une forme de création d'univers imaginaire et de système de magie, mais c'est plus mis au second plan. Et comme pratiquement tout ce qui touche au social, la romantasy existe depuis toujours, mais on n'a appris à la codifier que relativement récemment. On peut en voir des exemples dans diverses mythologies et épopées qui renferment chacun des jeux de relations plus ou moins tragiques entre les différents personnages. Métis B, Tristan et Ise, Siegfried et Frémille. Arrête de faire ton bébé et prends tes médicaments! Jamais. On considère malgré tout que le premier récit de romantasy officiel est Fantast, A Fairy Romance for Men and Women, rédigé par George MacDonald, arrêtez de pouffer derrière votre écran, et publié pour la première fois en 1858. Cette quête d'un jeune homme pour trouver sa dame de marbre à travers les épreuves des fées pose les bases de la romantasy en reprenant les codes de l'amour courtois si cher au cycle arthurien. L'amour courtois est une notion littéraire médiévale qui serait peut-être apparue vers le XIe siècle. Grossièrement résumé, un chevalier idéal doit respect, honnêteté et fidélité envers sa dame et faire ses preuves pour être digne d'elle, tout en sachant que leur relation est impossible à cause de leur différence de rang social. Approuvé par Chrétien de Troyes. La romantique fantasy se fera plutôt discrète car mêlée à d'autres genres plus proéminents. Mais elle reste très présente, particulièrement dans la poésie et le théâtre, surtout shakespearien. Elle revient en force vers les années 1960 grâce aux différents mouvements féministes qui encouragent les autrices à s'emparer des codes de la fantaisie traditionnelle pour les retravailler à l'aune de leurs convictions. Parce que c'est bien connu, la romance est le seul genre que les femmes peuvent créer ou apprécier. Après une carrière principalement littéraire ou animée, la romantique fantasy s'empare du cinéma live grâce à l'essor du young adult, où les premières amours et les amitiés fortes permettent aux personnages de grandir et de vaincre leurs obstacles. Entre 2000 et 2013, les succès commerciaux des sagas Twilight et The Mortal Instruments continuent à ancrer la romantique fantasy dans l'inconscient public et surtout dans son lectorat cible. Dans la deuxième moitié des années 2000, le sous-genre explose grâce aux réseaux sociaux, particulièrement TikTok et Instagram, où des communautés littéraires se développent, se partagent des titres et propagent des opinions plus ou moins éclairées. Certains et certaines influenceuses développent parfois leur propre communauté en ligne, avant de lancer elles-mêmes leur propre projet littéraire. Ainsi, elles ont une fanbase déjà établie qui leur permet d'obtenir un certain succès en dépit de leurs défauts d'écriture plus ou moins explicites. C'est d'ailleurs sur les réseaux que le terme romantasy sera mis au point et consacré jusqu'à entrer dans le langage courant. Bon, l'historique c'est fait, maintenant passons à quelques codes. Pour commencer, il faut choisir un genre principal. La romantasy est un sous-genre, donc il faut l'inscrire dans un tout plus grand. Et sa force, c'est qu'on peut l'utiliser dans plus ou moins tous les autres genres de la fantasy. Héroïque, médiéval, space, dark, urban. Tant que les relations entre plusieurs personnages sont mises en avant, vous pourrez les placer dans n'importe quel cadre. Dans l'idéal, il faudrait que votre protagoniste principal soit une femme. Non pas que les hommes n'ont pas le droit de rêver du grand amour, mais ce genre a beaucoup hérité des luttes féministes. Donc votre récit sera considéré comme plus légitime si vous présentez les aventures d'une héroïne qui part vers l'horizon. J'aurais mieux fait de rester chez moi, la suite vous le dira. Ensuite, le traitement sera différent selon si vous faites de la romantasy avant ou après les années 2000. Avant les années 2000, on est encore très ancré dans l'imaginaire médiéval, plus particulièrement européen. Il y a bien évidemment quelques exceptions, mais globalement, on baigne dans une esthétique très adaptation de contes de fées plus ou moins sérieuse. Les tenues sont travaillées mais rarement historiques, les décors sont souvent très simples et les effets spéciaux varient selon l'évolution des techniques et du budget. Par contre, les maquillages sont vraiment impressionnants. Bravo aux équipes techniques. Les personnages sont basés sur des archétypes connus et utilisés à outrance, le noble héros, la belle princesse, le cruel méchant, etc. Ça permet de bien les caractériser et de facilement nous attacher à elles. Certains titres retournent les 10 archétypes, ce qui permet de mieux exploiter l'alchimie entre les personnages, que ce soit les amis rencontrés en chemin, la famille avec qui c'est toujours compliqué, ou bien l'intérêt amoureux. L'univers est rarement présenté en détail, sauf dans les œuvres littéraires. On fait plutôt appel à un imaginaire collectif sur le Moyen-Âge européen pour combler les trous. On reste dans des décors relativement naturels et réalistes, qui ne coûtent pas trop cher à trouver, à ranger, filmer et entretenir.
surtout quand on n'a ni les moyens ni la technique nécessaire pour faire des décors numériques crédibles. Pareil pour les effets spéciaux. Non, on n'entrera pas dans le débat effet numérique contre effet pratique. Arrêtez de demander. Si on fait de la romantasy comme dans les années 2000, elle sera souvent intégrée dans la fantasy urbaine, où les éléments fantastiques se retrouvent dans des cadres modernes. Généralement, un parti viendra du monde magique tandis que l'autre viendra du monde normal, ce qui ajoutera un petit côté amour interdit pour faire du suspense facile. Les personnages seront plus développés et leurs relations seront toujours très importantes, qu'il s'agisse d'amitié, de romance ou d'amour familial. Mais elles sont souvent en retrait par rapport au scénario principal. Si on fait de la romantasy pour les réseaux, il faudra jouer sur des termes chocs faciles à placer dans la description. On pourra également se parer d'un label réservé à un public mature en y incorporant du contenu sexuel explicite au point d'être à ça de se faire publier par les éditions Harlequin. On pourra mettre plus de détails dans le world building et les systèmes de magie, mais il ne faudrait pas non plus que ça nous empêche de profiter du spectacle exhibitionniste. De quel terme choc tu parlais? Des termes utilisés par les communautés pour décrire un pitch ou un personnage type. On va pas tous les faire parce que ça prendrait très longtemps, mais parmi les plus populaires que j'ai vus au cours de mes recherches, on a les âmes sœurs unies par un lien magique quelconque, parfois même avant leur naissance. Comme ça, on n'a pas besoin de faire naître la romance entre les deux, et elles sont prédestinées à finir ensemble. Point bonus si on a affaire à un amour interdit. La protagoniste est souvent une princesse orpheline perdue magique, génie dans toutes les disciplines, élue d'une prophétie, réincarnation d'une divinité, rayée la mention inutile. Parce qu'à force de vivre en permanence dans un épisode de Black Mirror, on se raccroche à n'importe quoi qui nous aide à nous enfuir. De la même manière, l'intérêt amoureux sera sûrement un guerrier protecteur taciturne qui ne communique qu'en grognant ou en frappant les murs mais qui a des tablettes de chocolat à se damner donc on lui pardonne ses écarts toxiques. En bonus, s'il se révèle être un prince empereur, ange démon, dieu féerique caché depuis le début, parce que notre héroïne ne peut finir qu'avec le meilleur fantasme possible. Nouveau point bonus si les amoureux ont une dynamique type Grumpy Sunshine, avec des relents de je peux le changer, sauver, réparer et plein de trucs qui riment en et. Ce qu'on peut caser dans des intrigues politiques entre courtisans et courtisanes arrivistes qui tentent des pièges alambiqués à notre héroïne pour s'accaparer le pouvoir. Non seulement ça montrera une profondeur de façade à notre intrigue, parce que tout devient automatiquement plus mature avec un label politique, mais en plus, ça nous donnera des excuses pour expliquer notre univers, notre système de magie et autres, au lieu de le montrer de manière organique. Vous connaissez le dicton ? Tell, don't show. Profitez-en d'ailleurs pour ralentir la conclusion de l'histoire d'amour. Bah ouais, faut faire raquer le lectorat sur les 18 tomes que comptera la saga. Et la meilleure carotte, c'est de faire durer la romance le plus grotesquement longtemps possible. Une autre carotte souvent utilisée pour accrocher le public sur la fin de l'histoire, c'est la résurrection avec des power-ups. En gros, le ou la protagoniste a une scène bien dramatique où elle se sacrifie héroïquement pour sauver le monde. Puis un DEM, Deus Ex Machina. le ou la ramène à la vie, souvent avec des pouvoirs supplémentaires qu'on se fera un plaisir d'exploiter dans les tomes suivants. Comment ça ? Explorer la manière dont nos héros survivent à une épreuve si commune et pourtant si complexe qu'un deuil, ainsi que la façon dont le personnage décédé a marqué son entourage. C'est pour les idiots. Nous, on est là pour voir une Marie-Sous taper une plante verte. Et le dernier, mais pas des moindres, c'est le Enemies to Lovers, où les deux personnages principaux commencent l'intrigue dans deux camps opposés l'un à l'autre, que ce soit par une guerre, une différence d'espèce, une querelle de famille, tant que ça donne l'occasion de joutes verbales, de gestes malpolis et d'autres conflits tellement mesquins qu'on a du mal à comprendre comment elles peuvent vouloir finir ensemble. Par le pouvoir du TGCR? TGCR, Ta gueule, c'est romantasy. c'est pas le truc le plus illogique que j'aurais vu jusque-là. Je viens de me rendre compte que j'ai eu l'air super pédante dans mon texte, désolé pour les fans. Mais d'après ce que j'ai lu au cours de mes recherches, même les amateuristes du genre reconnaissent qu'il y a pas mal de problèmes qui reviennent trop souvent dans la romantasy moderne. Les titres et couvertures qui suivent le même schéma peu inspiré et peu lisible? Ça, c'est plus une coquille marketing qu'un vrai problème, même si c'est vrai que c'est lassant. L'omniprésence des failles et des dragons? Ça, c'est rien par rapport à la mode des vampires et des dystopies voyées. Non, ce qui est le plus reproché à la romantasy moderne, c'est de ne pas réussir à trouver un équilibre entre le côté romance et le côté fantasy. Dans pas mal de romans, même parmi les plus connus du genre, le côté fantasy n'est là qu'en toile de fond, une case de plus à cocher dans le cahier des charges de la dernière trend profitable. Bien sûr, il y a des exceptions, et créer un univers imaginaire est un exercice très complexe. Mais beaucoup d'autoristes ne s'embarrassent que du minimum syndical pour donner un aspect vaguement magique à leur ensemble. Des dragons par ici, des pierres enchantées par là, une vague référence aux religions païennes de l'Europe pré-chrétienne sur la gauche, une réécriture féministe d'un conte ou d'un mythe classique sur la droite, etc. Ou même celles qui établissent des règles précises les brisent souvent pour que la protagoniste brille comme la Marie-Sous trou noir qu'elle finit par devenir. Un autre problème, c'est le manque de représentation queer dans la romantasy moderne. C'est peut-être parce que je connais mal le genre, mais la plupart des exemples que j'ai pu trouver au cours de mes recherches sont vraiment très hétéronormés. Pas seulement en termes de représentation ou d'importance dans l'intrigue, mais aussi en termes de rôle genré. Les personnages féminins sont souvent des DOD,
Damoiselle en détresse! Dont le grand pouvoir est la pureté, l'amour ou l'amitié, et ne sont caractérisées que par l'homme qui finira par partager leur vie. Même quand elles sont capables de se battre ou ont des connaissances atypiques. Et les personnages masculins sont des constipés émotionnels qui ont le contrôle absolu sur la vie de leur partenaire dont ils attendent tout le travail émotionnel. C'est vrai que pour un genre qui se veut libérer des attentes du patriarcat, ça la fout mal. Je sais que le label fantasy implique une très grosse inspiration de la société médiévale, ou du moins la version pop culturelle qu'on en a. Mais quitte à inventer son propre univers, autant en faire un où la question du genre n'est pas aussi stricte que dans le monde réel de la réalité véritable. Pour le dernier grand problème de la romantasy moderne, je dois vous prévenir qu'on va aborder les sujets suivants. Je n'entrerai pas dans les détails crus, mais je comprendrai si vous ne voulez pas en entendre parler. Rendez-vous à ce timecode à la fin de la vidéo. Pour celles qui se sentent assez fortes pour ces sujets, eh bien force est de constater que la romantasy a de sérieuses lacunes en termes de respect du consentement et de relations saines. Je compte plus le nombre d'avertissements que j'ai pu lire sur des titres pourtant très populaires parlant de viol, d'agression ou d'attachement qu'on finit par adoucir en disant qu'elle a aimé ça, qu'elle dit non mais en fait ça veut dire oui, qu'il s'en veut terriblement, que son peuple passe par une frénésie tous les quelques siècles pour leur reproduction donc c'est pas vraiment sa faute, son espèce est juste plus primitive. Attends, c'est pas les arguments habituels des masculins, ça? Dans la réalité oui, mais dans la romantasy moderne apparemment c'est juste smutty et spicy. C'est quoi déjà les âges conseillés pour lire ça? Et ça continue dans la représentation des relations hétéros qui sont plus toxiques que toutes les pieuvres à anneaux bleus de l'Australie. Le protagoniste masculin est trop souvent un enfoiré de catégorie olympique qui cache des secrets hyper importants à l'héroïne dans le but de la protéger, tout en se comportant comme le dernier des déchets Twitter avec elle. Mais on lui pardonne tout parce qu'il a un passé sombre et tragique, vous voyez. Il a des failles que seule l'héroïne peut combler, vous voyez. C'est sa faute à elle si elle était prise dans la frénésie, vous voyez. Et puis il est tellement beau et viril et bien monté. Il loge l'héroïne gratuitement et il lui fait voir des étoiles au lit, vous voyez. Et comme si ça suffisait pas, s'il fait partie d'une espèce à la durée de vie ridiculement longue, voire immortelle, on aura encore droit au coup du pervers de 500 ans qui drague une gamine dans la vingtaine. De bitclit et de dark romance. Ça, c'est des sujets autrement plus complexes qu'on traitera quand on sera moins mal à l'aise avec. Bon retour parmi nous si vous avez préféré éviter la tangente précédente. Honnêtement, ça ne me plaît pas de cracher à ce point sur la romantasy moderne. Surtout qu'au final, je n'ai pas lu tous les titres sous cette étiquette, donc je suis certaine d'être biaisée. Je n'ai pas envie de participer à la moquerie et à l'invisibilisation d'une forme d'art portée principalement par des femmes. Et je suis certaine qu'il y a des tas de contre-exemples qui existent ou existeront bientôt. Mais il est difficile d'ignorer les aspects malsains de ces récits qui semblent se complaire dans une vision immature des relations physiques ou sentimentales, avec des relents de patriarcat mal compris et de besoin de suivre une ligne directrice établie mais peu inspirante. Tout ce que je peux me permettre de conseiller à celles qui veulent tenter l'expérience, c'est de s'éduquer au maximum afin de briser le cercle de la normalisation de la toxicité. Et pour nous sortir de cette conclusion déprimante, je vous recommanderais Le cycle d'Avalon de Marion Zimmer Bradley. J'ai pas lu tous les tomes, mais ce que j'ai lu est plutôt chouette. La majorité des films Disney avec une princesse, oui ça compte. Le film Legend de Ridley Scott, sérieux comment il arrive à supporter ses cornes. Les téléfilms La caverne de la rose d'or de Lamberto Bava, qui sont très sympathiques. Princess Bride du défunt Rob Reiner, histoire que vous sachiez quand il faut employer le terme inconcevable. La série Buffy contre les vampires, mais on n'oublie pas que Whedon est un connard. La BD La Rose écarlate de la regrettée Patricia Lee Fung, histoire d'avoir un point fierté française. Les Reels de Théo Lemâtre, lui-même auteur de romance. Et enfin La forme de l'eau de Guillermo del Toro, si vous voulez une version genderbend de La Petite Sirène. Je rappelle que cette liste n'est composée que de titres que j'ai moi-même lus et ou vus, donc n'hésitez pas à la compléter avec vos propres recommandations. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, suivre mes réseaux, suggérer des idées de code à décortiquer dans les commentaires et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vos finances vous le permettent et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee, ce qui vous donnerait accès à des contreparties comme les vidéos en avant-première, votre nom au générique, des illustrations personnalisées, ou même le choix du dernier épisode de la saison de Deal et Terme ou de Redesign. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier et rappelez-vous d'éviter de déranger Ozzy en partant. Faut vraiment que je répare cette clôture. L'amour c'est bien, mais y a pas que ça. On peut survivre à son célibat. Ça nous évite de mourir en tombant amoureuse d'un type qui déplaît à maman. L'amour c'est bien, mais dans Shakespeare,
On parle surtout d'aimer à en mourir. Du coup je préfère un chat ou un poisson plutôt que de crever